qui a organisé tous les dentosophes du secteur, qui font venir Michel Monteau, et ils sont appuyés sur l'association 5P, beaucoup la connaissent, on s'est monté il y a 4 ans. Tout ça pour l'histoire des libertés contre le pass sanitaire. Entre-temps, on a défendu les soignants suspendus. Et notre but, c'est informer, réapprendre, construire. Donc on essaie. Donc on fait régulièrement des conférences. Et ce soir, on a le plaisir d'avoir Michel Monteau. Marianne, vous présentez. Bonsoir. Je vais surtout vous présenter mes 2 collègues dentosophes, humano-dentosophes de la région, Laure qui est à Igon et Joanne qui est à Isturitz. Voilà, je ne suis plus toute seule, donc c'est un plaisir de recevoir Michel, qui ne se présente pas, qui se présente tout seul. J'en ai 2, enfin des micros. Ça va monter à confusion. Mais faut que je mette ce truc là. Je suis pas très micro. Alors peut-être que celui-là, parce que vous allez voir qu'on va faire de l'interaction. Peut-être que celui-là, vous allez pouvoir le faire naviguer. Donc bonsoir à tout le monde. Alors vous allez voir comment ça va se passer ce soir. Je vais me situer pendant une dizaine de minutes à peine, très peu de temps. Hein? La lumière en éclair? Comme vous voulez. Moi, il n'y a rien qui me dérange. Et alors, ça va être chouette, je vois plus personne. Non, on fait la lumière, s'il vous plaît. Parce que je voudrais, ça va vraiment être interactif. Et surtout que j'ai vu 2 petits bouts de chou là, qui m'intéressent beaucoup. Là. 2 petits enfants, là, et ça c'est trop chouette d'avoir des enfants dans une soirée comme ça. Vous allez voir les enfants qu'on va bien secouer les adultes. Vous allez être contents tous les 2 de sortir d'ici revigorés. Ouais, donc, je disais donc, parce que je vais beaucoup digresser tout ça, donc suivez bien la soirée, parce que des fois les questions, je ne me rappellerai plus de la question. Donc je vais me présenter donc, pendant une dizaine de minutes, et puis après je vais vous dire, ben, voilà, on ouvre à toutes les questions possibles et inimaginables. Tout ce que vous avez même pas idée, qui n'a rien à voir avec la bouche. Je vous propose de poser des questions qui vous touchent, et vous allez voir comment on peut, à travers toutes ces questions, revenir à l'unité. Donc je me présente. Donc je suis un être qui tend à devenir humain. Basta, c'est fini. Curiosité s'arrête là. Mais dans une autre vie, j'étais un dentiste normal. Maintenant, je dirais anormal. Et j'ai eu le privilège ou le désagrément, ça dépend comment on se passe, de naître rebelle. J'étais un peu rebelle. C'est-à-dire que je posais beaucoup de questions qui faisaient chier, quoi, carrément. Et donc petit, on te met des coups de pied en disant ça suffit, tais-toi, va à autre chose. J'ai persisté, et j'ai commencé donc les études. Et j'ai commencé à poser des questions dans mes études qui ont commencé vraiment à bouger des gens. La question, par exemple, comment se fait-il? Parce que déjà, quand j'étais dans mes études, on me donnait comme statistique qu'il y avait à peu près 80 à 90% des enfants qui avaient besoin d'appareils. Maintenant, je sais que c'est carrément 100%. Et ma question qui m'était venue, c'était mais comment se fait-il que chez un même être humain, le nombre de ses dents ne rentre pas dans son os? C'est pas con comme question, hein, vous êtes d'accord? Bougez la tête, vous êtes d'accord? Que je sache qui est d'accord et qui n'est pas d'accord. Donc je trouvais ça pas con. Et il me répondait, c'est héréditaire. Et je disais, c'est gentil, c'est héréditaire. Alors si j'hérite de la mâchoire de mon père et de la mâchoire de ma mère, je n'aurai jamais la bouche équilibrée. Hein. C'est possible. Donc il y a autre chose. Et il ne répondait pas et tout ça, bon bref. Comme je faisais mes études, il ne fallait pas trop que je les titille, donc j'ai fini mes études et puis je me trouve dans mon cabinet, donc installé, enfin libre de penser par moi-même. Et plus par ceux qui pensent pour moi. Parce que vous allez voir, on va beaucoup travailler là-dessus. Et donc, je commence à travailler avec mon père, avec qui j'avais une vénération pas possible. Et je commence à me rendre compte que non seulement le traitement à bagues, vous savez, les multibagues, ce que j'appelle les barbelés qu'on met chez les enfants, là, j'ai commencé à me rendre compte que non seulement il y avait des douleurs pas possibles, mais qu'il y avait des drames, que c'était vraiment un massacre.
et qu'on pouvait aller jusqu'à l'internement psychiatrique. Mais qui passe totalement inaperçu, était totalement une omerta dans le monde de l'orthodontie. Vous savez, ces gens-là, ils font de l'orthodontie, c'est des orthodontistes. Et je ne suis pas en train de mettre en question les médecins, les dentistes et les orthodontistes. Ce que je vais remettre en question, c'est ce qu'on nous a enseigné, comment on me l'a enseigné, et qu'est-ce qu'on en fait maintenant. Et donc, je prends conscience que c'est un véritable massacre, mais un vrai massacre. Et moi, j'étais chirurgien, donc j'enlevais des dents saines, parce que les orthodontistes me demandaient d'enlever des dents saines pour faire passer les autres et tout ça, des dents de sagesse, enfin bref. Et à un moment donné, je me rends compte, je me dis, mais c'est pas possible, ça, je peux pas continuer comme ça. Donc j'arrête tout. J'ai dit, je n'enlèverai plus une seule dent saine à un enfant, surtout qu'on nous enseigne quand même que chaque dent est un organe. C'est comme si je faisais péter un foie, un rein ou une rate à quelqu'un, quoi. Et comme de lèse-majesté, figurez-vous que mon fils se retrouve avec la nécessité de mettre ces fameuses bagues. Et là, tous mes amis, qui à l'époque, je croyais que c'était des amis orthodontistes, étaient tous unanimes, il fallait passer par l'extraction de 4 prémolaires et enlever les bagues, ce que j'avais donc refusé depuis 1 an. Et là, j'aurais déjà dû être réveillé à ce moment-là, parce que j'étais très cartésien, très scientiste, très scientifique. Et quand on commence à poser les vraies questions, on a les réponses. Et vous allez dire, on va voir d'où elles viennent, toutes ces réponses. Et elles me viennent d'un médecin anthroposophe, on parlera d'anthroposophie tout à l'heure, si ça vient, et qui me dit, j'ai entendu vaguement parler d'un appareil en caoutchouc. En temps normal, un médecin qui parle des dents à un dentiste, il ne l'écoute même pas. Parce que les médecins ne savent rien de ce qui se passe dans la bouche. Et les dentistes ne savent rien de ce qui se passe ailleurs. Donc la communication est difficile. Et là, je l'écoute et je l'entends, et je me renseigne. Et figurez-vous, donc ça se passait un lundi, et figurez-vous que le vendredi d'après, suivant, il y avait une réunion à Paris où on parlait de ce truc-là. Et j'y vais. Et je me retrouve devant un professeur émérite de la faculté de Paris qui montre un appareil en caoutchouc et qui nous explique qu'ils ont découvert cet appareil, que c'était pour l'orthodontie, que c'était des orthodontistes, et qu'au moment où ils l'ont découvert, est arrivé sur le marché, je parle de ça, c'était en 1952 quand même, est arrivé sur le marché les fameuses bagues qui venaient des États-Unis. Et vous savez que tout ce qui vient des États-Unis, jusqu'à preuve du contraire, c'est peut-être moins maintenant avec Trump, mais avant c'était un là et grand, enfin bref. Et donc ce gars-là a été reconnu, il était reconnu comme professeur émérite, mais il n'était pas du tout reconnu comme inventeur, à tel point qu'on lui avait dit que cette technique était non conforme aux données actuelles de la science. Ça voulait dire que si tu continues comme ça, mon pote, tu vas être radié de ce que tu fais. Et le gars avait un ego comme tout le monde dans le domaine du professorat, et il a dit, bah, je laisse tomber ma découverte. Donc officiellement, il ne s'en servait pas, mais officieusement, il en parlait un peu comme ça. Donc je savais rien vraiment de cet appareil, mais je lui demande de m'en donner un. Et c'était donc à Paris, moi j'étais dans la région lyonnaise à l'époque, et je repars de Paris, et dans le train, il y avait le TGV et moi. Et je flottais dans le TGV. J'étais dans un état de grâce. J'ai mis le mot bien plus tard. J'arrive avec cet appareil, donc un appareil en caoutchouc, un machin en caoutchouc, style protège-dents, grosso modo, des boxeurs. J'arrive à mon cabinet, et je dis à mon assistante, vous allez annuler tous mes rendez-vous. Et j'avais un gros cabinet. Elle me dit, oui, vous allez annuler tous mes rendez-vous, c'est fini, je vais travailler avec ça. Et je lui montre l'appareil, et elle me dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Je lui dis, j'en sais rien. C'est une réalité, j'en sais rien. Imaginez quand même la situation. J'allais utiliser une technique qui était reconnue comme non conforme aux données actuelles de la science. Ça signifiait que j'étais dans l'illégalité médicale, ça voulait dire que je pouvais être radié à vie, radié par la Sécu, enfin bref, et que j'avais plus de rémunération. Donc, forcément, il y a des peurs qui arrivent. Mais ces peurs-là, elles sont terrestres. Et cette force qui m'est arrivée, elle n'était pas terrestre. Et là, il va falloir quand même qu'on se pose la question, elle venait d'où? Elle venait d'où cette force? Et je l'ai compris bien plus tard. Mais cette force m'a poussé jusqu'à donc décider d'utiliser cet activateur, on a appelé ça un activateur, et j'ai commencé à le distribuer à tous les gens qui avaient des dents.
Voilà, j'étais là. Même ceux, après, j'ai compris que même ceux qui n'avaient pas de dents, ils pouvaient aussi avoir des dents. Mais, et j'ai commencé, alors, il faut savoir que, oui, parce que j'ai oublié de vous dire, parce que c'est quand même par là que c'est parti, mon fils, qui est à l'origine de tout ça, là, qui a été le détonateur, mon fils a pleuré entre 0 et 3 ans, non-stop, toutes les nuits. Et à l'époque, j'étais dans la médecine classique, donc on me filait des saloperies que je donnais à mon fils, et quand le gamin il prenait les saloperies, il regardait la télé comme ça, et quand il regardait la saloperie, c'était poum. En 3 minutes, il était par terre. Et là, ça a commencé à me titiller en me disant, mais j'ai l'impression que je donne un coup de gourdin à mon fils pour qu'il dorme, quoi. Est-ce que ce sommeil est véritablement naturel ou est-ce qu'il est vraiment chimique? Mais tout le monde m'avait dit, mais ça passera, c'est normal. Effectivement, ça a passé, ça s'est transformé en cauchemar d'une violence inouïe. À tel point que mon fils m'a raconté à 20 ans qu'il était au bord du suicide. Et donc, je donne ça en même temps que je le distribue à tout le monde, je le donne à mon fils. Et dans le livre, ceux qui ont lu mon premier livre, c'est assez extraordinaire parce que la pagination est faite de telle façon que, à la fin de la page, je dis, et je lui ai dit une phrase, et tout le monde s'attend à ce que je sorte une phrase d'une philosophie gigantesque pour pouvoir dire ça à mon fils, et je lui ai dit, tiens, mets ça. Mais je lui ai dit ça, avec un tel amour qu'il n'avait jamais connu, que ce gamin-là, en une semaine, supprime ses cauchemars. Boum. Mais moi, mettez-vous dans ma situation, je découvrais tout ça. C'était quelque chose, c'était du domaine de l'inimaginable, de l'impossible. J'ai commencé à avoir des gens qui vont commencer à bouger leur bouche, quel que soit l'âge. Et j'ai commencé surtout à avoir des gens qui vont commencer à se guérir de tout un tas de maladies, quelles que soient les maladies. Et là, vous vous dites, merde, mais ça dépasse le monde dentaire, cette histoire. Et puis quand vous vous retournez vers la science telle qu'on nous l'enseigne, eh ben, j'ai pas de réponse. Et puis quand j'ai commencé à aller rechercher, je me suis fait jeter. Parce que j'étais un fou, j'étais un machin, j'étais tout ce que vous voulez. Et donc, deuxième cadeau du ciel, parce que cet appareil il m'est tombé du ciel, deuxième cadeau du ciel, c'est qu'en même temps que je rencontre cet appareil, je rencontre le travail, l'héritage d'un être exceptionnel qui s'appelle Rudolf Steiner. Rudolf Steiner qui a créé, qui a amené au monde, dans les années 1900, l'anthroposophie, qui signifie la sagesse de l'homme. Et bon, pour ceux qui ne connaissent pas, très rapidement, pour beaucoup de gens, l'anthroposophie, mais c'est quoi? C'est encore un mec qui a de ça, mais le problème de Rudolf Steiner, c'est que ce n'était pas un être humain normal, parce qu'il a fait 6000 conférences, il a écrit, il y a plus de 350 livres, et il n'y a aucun être humain normal sur la Terre qui, avec 24 heures par jour, arrive à faire ça. Surtout que toutes ces conférences, il les arrivait comme moi, les mains dans les poches. Il ne préparait rien, il n'avait rien à préparer, tout se faisait tout seul. En fait, Steiner fait partie de ces gens qu'on appelle des grands initiés, c'est-à-dire des gens qui sont capables de voir le monde spirituel comme il voit les gens autour de lui, naturellement. Et je dirais même plus, pour moi, que Steiner, c'est plus qu'un grand initié, c'est véritablement un prophète. Comme il en existe, si vous commencez à travailler sur les textes sacrés, vous allez vous rendre compte que des prophètes, il y en a eu au fil de l'évolution, il y en a eu régulièrement, et tous ces prophètes ont dit la même chose, seulement avec des propos différents en fonction de l'état de conscience des personnes qu'ils avaient en face d'eux. Et Steiner est arrivé, pas par hasard, entre la fin du 19e et le début du 20e, puisque la fin du 19e, c'est exactement la quintessence, c'est le summum du matérialisme. Toutes les découvertes ont eu lieu avant 1900, et après, on n'a fait que les améliorer. Donc nous sommes en ce moment, nous sommes au summum, nous sommes en train de dépasser le matérialisme, et vous comprendrez avec vos questions comment on peut comprendre tout ça. Mais imaginez-vous donc que je vois arriver dans mon cabinet des choses qui étaient du domaine de l'inimaginable, de l'inenvisageable. C'était même pas du domaine de je peux en parler, quoi. Mais je le voyais de mes yeux. J'étais donc un scientifique cartésien. Il y a des porteurs qui sont encore ouverts, à cette heure-là, c'est pas possible. Et donc, c'est l'alarme, faut que j'arrête. Et donc, c'était du domaine de l'impossible, de l'inimaginable, de l'invraisemblable. Je ne pouvais pas en parler, quoi. Et donc, l'anthroposophie et Steiner va me donner les clés de tout ce qu'on va dire maintenant. Tout ce qui va sortir maintenant de ma bouche vient vraiment de tout ce que j'ai reçu du monde spirituel et de l'anthroposophie. Alors maintenant, c'est à vous. Et s'il n'y a pas de questions, on va se coucher. Ou on mange avant. Oui, il faut qu'on mange avant de se coucher. Donc au début, je sais que c'est compliqué. Alors lâchez-vous. On est entre amis, là. Voilà, c'est parti. Hugues. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de dents? Quand Oui. on n'a plus toute une partie de nos dents? Oui.
Alors dans un premier temps, on essaie de les remplacer, parce que c'est fondamental. Il y a un travail de la mastication qui est gigantesque, qui est complètement occulté par la médecine, qui est d'une fonction physiologique, je dirais, en dessous du niveau de la conscience qui est fondamentale. Et après, on va travailler de la même façon avec les dents, avec des prothèses, on va faire le travail de dentosophie, humano-dentosophie de la même façon. Que vous ayez toutes vos dents ou pas toutes vos dents, on va faire en sorte qu'on va travailler avec, et vous verrez que ça va marcher de la même façon. Quand on a un semi-appareil. Oui, ça marche aussi. En mettant le truc en plastique. Oui. En caoutchouc. Ah ouais. Et ça veut dire qu'il va bouger, il faudra peut-être le faire. L'appareil en caoutchouc, c'est pas un appareil qui est programmé pour votre bouche, donc qui vous bloquerait les dents. C'est un appareil qui est où il y a un mouvement qui peut se faire à l'intérieur, on n'est pas figé. Donc il y a différentes tailles, c'est tout. Qu'on va utiliser en fonction des gens, en fonction de la bouche, de la largeur des gens. Mais c'est complètement vivant à l'intérieur. L'appareil n'est pas figé. Il n'y a aucun effet mécanique. Mais comment ça se fait? Oui, mais s'il y a une dent, machin, je sais pas comment dire, cette prothèse, il y a quand même le risque de la refaire en 6 mois. Non, parce qu'on met l'appareil, on met la prothèse avec l'appareil. Qui voulait parler? D'accord? On n'enlève jamais l'appareil quand on met l'activateur. Si les gens ont déjà des prothèses. Oui, et ben, ils vont mettre l'activateur sur leur prothèse. Avec leurs dents, leur prothèse, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, on est dans la mécanique là. Je comprends la question, mais il faut aller un peu plus loin quand même. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'effet mécanique? Et c'est ça. D'où ça vient? Est-ce que vous avez une idée? Si vous dites dentosophie, on pense à sagesse de la dent. Oui. Donc forcément, on se dit, est-ce que là, il n'y a pas une reliance à quelque chose qui nous est supérieur pour l'instant? On n'est pas arrivé au stade où on peut tout piger et où ces éléments qu'on a dans la bouche, forcément, ils ont un autre rôle que ce que l'on croit. Mais c'est magique ce que vous êtes en train de dire là. Vous savez pourquoi? Parce que pour ceux qui ont lu mon premier livre, je parle de la maladie. Okay, la maladie, c'est le maladie. En fait, la maladie, elle est là pour nous révéler quelque chose. Une dent qui est de travers, c'est une maladie. Sauf qu'elle n'a pas de symptômes, on va dire, au premier degré, donc on ne la considère pas, on la laisse épicer, on laisse tomber, tout ça, quoi. Mais toutes nos maladies sont là pour nous éveiller la conscience. Je suis tombé sur une phrase de Steiner extraordinaire. Je suis tombé sur beaucoup de phrases, mais il y a eu des déclics. Steiner dit à un moment donné, il dit, nous nous rendons malades en mangeant et nous guérissons en digérant. Ne tombez pas tout de suite de vos chaises. Est-ce que vous comprenez toute cette phrase? Nous nous rendons malades en mangeant et nous nous guérissons en digérant. Vous voulez que Oui, parce que... Vous voulez que je développe ou on va manger tout de suite? C'est une digestion au sens large, peut-être. On développe. Quand on mange, si on arrête de manger, si on ne mange plus, pour la grande majorité, qu'on va faire encore un travail spirituel, on meurt si on ne mange pas. Vous êtes d'accord? Donc, manger est nécessaire. Mais si on mange et qu'on ne digère pas, on meurt aussi. Donc, digérer est indispensable. Mais ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, mais ça nous amène à quoi? Ça nous amène à comprendre qu'en fait, nous nous rendons malades en permanence et nous digérons et nous guérissons en permanence en dessous du niveau de la conscience. Parce qu'en temps normal, on digère, on n'a même pas conscience qu'on mange, qu'on mange, on a un peu conscience et encore, puisqu'on parle beaucoup avec les autres, mais la digestion est totalement inconsciente, vous êtes d'accord avec ça? Ok? Et à un moment donné, je ne digère plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des symptômes. Ok? Ils servent à quoi les symptômes? À m'éveiller. Puisque jusqu'à maintenant, je digérais sans aucun problème. Si à un moment donné, je ne digère plus et que j'ai un symptôme, c'est qu'il est là pour m'éveiller. Mais m'éveiller à quoi? À prendre conscience que ma digestion n'est pas juste, qu'il se passe quelque chose. Et là, vous allez revisiter toute la définition de la santé. Pour beaucoup de gens, en tout cas dans le monde classique, pour beaucoup de gens, la santé, c'est de ne pas être malade. Alors déjà, il faut être fou pour avoir une définition avec la négation du contraire. On n'a pas commencé la définition, on est déjà allé dans le contraire. Mais
la vraie définition de la santé, c'est guérir en permanence. C'est ça la santé. Nous nous rendons malades, nous guérissons, nous nous rendons malades, nous guérissons. Nous passons nos vies à nous rendre malades et guérir. Et tout ça en dessous du niveau de la conscience. Et à un moment donné, ça nous réveille. Et la posture de la bouche, la position des dents, est là pour nous dire que notre fonctionnement n'est pas juste. Et c'est quand même assez exceptionnel, je disais ça l'autre jour à un monsieur très cartésien, plus sceptique que la fosse, mais vraiment plus sceptique que la fosse. Et je lui ai donné cette image, je lui ai dit, mais comment se fait-il qu'il n'existe aucune bouche équilibrée, en tout cas dans le monde occidental, mais même dans le monde africain, tout ce que vous voulez. Mais comment c'est possible ça? Revenons sur des questions de bon sens. On a toute une nature, les minéraux, les végétaux, et même les animaux, qui sont dans une harmonie parfaite. Le lion, il naît lion, le chat, il naît chat, la rose, elle s'épanouit, elle est dans une harmonie parfaite tant que l'homme n'a pas touché. Et l'homme, lui, il est déséquilibré. Quelle est la différence entre l'animal et l'homme? Il pense. Il pense. Mais alors ça signifie quoi? Ça, c'est ce que j'ai essayé de dire hier à notre ami cartésien, là. Je lui ai dit, mais il pense. Surtout qu'en plus, la personne à qui je parlais est un chercheur, comment ça s'appelle, un jeune ingénieur de très très haut niveau en informatique, et lui, il fait que penser, depuis qu'il est né. Et il n'est pas le seul, nous sommes tous à ce niveau-là, on est d'accord, nous sommes tous en train de penser. Et nous sommes tous déglingués. Parce que si nous sommes déglingués dans la bouche, nous sommes déglingués partout. Hein. Il n'y a pas que la bouche, il n'y a pas de raison qu'il n'y aurait que la bouche. Okay, donc tous nos organes sont à l'unisson de ce que nous avons dans la bouche. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on va commencer à prendre conscience que depuis la naissance, on nous inculque, on nous enseigne, on nous dirige, on nous informe, on nous formate par la domestication sociale. Que ce soit la pédagogie, que ce soit l'éducation, que ce soit les parents, que ce soit la société. Ça veut dire que depuis que nous sommes enfants, nous sommes pensés. Nous ne pensons pas par nous-mêmes. Et c'est en harmonie totale avec la dégradation de notre individualité. Et le travail qui nous est demandé, c'est de passer de la pensée parasite, c'est-à-dire ce que Steiner appelle la pensée morte, c'est-à-dire la pensée qui nous a été donnée, qui nous a été enseignée, donc tout le savoir qu'on a reçu. Ça va loin, hein? Vous savez, quand vous entendez à la télé ou partout, c'est prouvé scientifiquement. Mais tout le monde dit arre, arre. Il n'y en a pas un qui va se retourner, qui va dire, mais fais-moi voir la preuve. Fais-moi voir la preuve. Et quand, je ne sais pas, il y a des médecins dans la salle, je sais qu'il y en a, il y en a une, tout à l'heure je l'ai vu, voilà. Il y en a plus. Dans mes stages, j'ai de temps en temps la chance d'avoir des médecins, parce que j'ai ouvert mes stages aux non-dentistes et donc à n'importe qui, justement, dans le bon sens. Et pour faire voir aux non-dentistes, parce qu'ils s'estiment illégitimes parce qu'ils ne sont pas dentistes, alors que les dentistes ne savent rien de ce que nous faisons. Et quand j'ai un médecin dans la salle, je l'interpelle toujours, c'est un ami, parce que c'est tous mes amis, ceux qui sont dans les stages, et je lui pose des questions à laquelle il n'a aucune réponse. Par exemple, la question la plus fantastique pour un médecin, c'est de lui dire qu'est-ce que la vie? Prouve-moi la vie. Dis-moi ce que c'est que la vie. Et bien, questionnez tous vos amis médecins et puis vous leur posez la question, s'ils sont vraiment honnêtes, ils vont dire non, on ne sait pas ce que c'est que la vie. Alors ils vont vous trouver des trucs, c'est une amibe, c'est une cellule. Ok, c'est une cellule, mais attends, mais la cellule, avant la cellule, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait la cellule? Avant la cellule elle est déjà en vie. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et on ne peut pas avoir de réponse. On ne peut pas avoir de réponse, vous savez pourquoi? Je vais vous faire un tout petit peu d'histoire, mais alors très rapide. En 869, au Concile de Constantinople, la religion a décidé, l'homme, depuis l'histoire de l'évolution, l'homme était un corps, une âme et un esprit. C'était une triarticulation. Au Concile de Constantinople, l'Église a décidé que l'homme n'avait plus qu'un corps et une âme, et qu'il pensait un peu comme il voulait de temps en temps. Et puis à partir du XVe siècle, c'est-à-dire à partir de l'avènement de la science,
qui a fait qu'évoluer jusqu'au XXe, la science a décidé qu'il n'y avait plus qu'un corps. Et il n'y avait plus d'âme. Donc, toute la médecine est basée, actuellement, la médecine allopathique, hein, ceux qui ne font pas de recherche autre que de ce qu'ils font, là, la médecine est basée sur le corps physique, c'est-à-dire le cadavre. Le corps physique de l'homme, c'est du minéral pur, c'est du cadavre. Okay, et Léonard de Vinci a commencé, il y a des années en arrière, à déterrer les cadavres et a commencé à regarder ce que c'était qu'un cadavre, quoi. Et à partir de l'observation du cadavre, ils en ont extrapolé la vie. Et ils ont fait croire à tout le monde que la vie sortait du corps humain. Mais non. Le corps humain, tel que nous l'avons là, ce corps-là, extérieurement, c'est le cadavre. Et parce qu'on vit dans ce cadavre, c'est qu'il se passe autre chose. Et là où Steiner nous a véritablement éveillés, c'est quand il m'a fait voir, il m'a fait comprendre qu'il y avait un corps de vie, il y avait un corps de sentiment, et il y avait le moi. Il y avait 3 corps avant le corps physique. Et ces 3 autres corps, ils sont du domaine du spirituel, donc on ne les voit pas. Et donc, la médecine, à partir du moment où elle a travaillé que sur le corps physique, tout ce qui ne se voit pas n'existe pas. Et Steiner donne cet exemple magnifique, qui malheureusement n'est pas toujours compris, donc si vous ne l'avez pas compris, vous le faites répéter. Si je vous dis, quand on regarde de l'eau, on voit l'eau. L'eau, elle est faite de quoi? Allez-y, d'hydrogène et d'oxygène. C'est quoi l'hydrogène et l'oxygène? 2 gaz. Est-ce que vous voyez les 2 gaz? Est-ce que vous regardez l'eau et vous dites, tiens, il y a de l'hydrogène, tiens, il y a de l'oxygène? Non. Vous voyez l'eau, et si vous voyez l'eau, c'est parce qu'il y a l'hydrogène et l'oxygène invisible qui vous fait voir l'eau. Et par quel miracle? Et bien de la même façon que ce corps physique n'est que le reflet d'un corps éthérique, d'un corps de vie, d'un corps de sentiment et d'un moi, qui chapeaute tout ça. Et le minéral, le corps physique, c'est du minéral pur. Le corps éthérique, le corps de vie, c'est du végétal sur le minéral. Et le corps de sentiment, c'est de l'animal sur le végétal, sur le minéral. Et au-dessus de ça, il y a le moi de l'homme. Et si on n'a pas compris ça, on ne peut pas accéder à la connaissance de l'homme. C'est pas possible. La densification de la matière. Tout à fait. La densification de la matière, le corps physique n'est qu'une condensation de l'esprit. 4 fois. Et à partir de ce moment-là, si vous ne fermez pas les portes, parce que c'est le gros cadeau que m'a fait le monde spirituel, c'est de ne jamais fermer une porte, de toujours être dans le pourquoi pas. Même ce qui paraissait le plus idiot, je disais jamais c'est con, tant que je ne suis pas allé vérifier par moi-même si véritablement cette hypothèse est juste ou pas. Ce que ne fait pas la médecine. La médecine, quand vous lui amenez une hypothèse, si ça sort du créneau de ce qu'elle sait, vous êtes un charlatan et maintenant un complotiste. Vous avez une question? Je reviens à la partie digestion. Ouais. Excusez-moi, vous pouvez parler plus fort parce que derrière... Ah oui, pardon. Parlez plus fort. J'ai mon micro là. Micro. Vous allez cavaler, vous allez en forme, donc je reviens un peu à la partie digestion. Il est vrai que personne ici ne va manger un morceau de viande ou une assiette de riz et la digérer de la même façon. On est tous des êtres uniques en fait, effectivement. Donc à partir de là, effectivement, on a tous des dents uniques aussi, etc. Donc pourquoi enfin, de la même façon, par analogie, vous dites pourquoi il y a des dents qui sont carriées et pas les autres. Dans votre livre, par exemple, j'avais lu ça. Et pourquoi est-ce qu'on ne digère pas tous de la même façon, puisqu'on a tous le même système digestif, effectivement. Alors, je pense qu'il y a une grosse part d'émotion, en fait, qui gère tout ça aussi, puisque le ventre pense, c'est la panse. C'est le cerveau du bas. C'est le cerveau du bas, voilà, exactement. Et c'est en grande partie, c'est sur l'aspect émotionnel, en fait, que j'aimerais plutôt vous poser des questions par rapport à la bouche, comment elle traduit les émotions et comment on équilibre dans le corps, en fait, tout ce qui est émotion. Parce que c'est ça qui crée des densités, en fait, dans le corps, dont vous parliez également. Quoi. Mais les nœuds, quoi, en fait, émotionnels. Le véritable cerveau, c'est pas le cerveau de la tête, c'est le cerveau du cœur. Okay, donc le cerveau du cœur, c'est que le système émotionnel. Mais pour comprendre tout ça, il faut qu'on... le monde actuel a complètement zappé ce qui est essentiel, c'est la notion de réincarnation et de karma. Jusqu'au 8e siècle avant Jésus-Christ,
La réincarnation et le karma, vous la trouvez partout, c'est normal. Et à un moment donné, cette réincarnation et le karma a dû disparaître parce qu'il était nécessaire dans l'évolution de l'humanité que l'homme passe par une incarnation sans se rappeler de ses vies, de ses vies précédentes. C'était nécessaire. Ça fait partie de l'évolution de l'humanité. Comme il était nécessaire que nous tombions véritablement dans la matière. Il fallait que nous allions au maximum de la maîtrise de la matière pour pouvoir la dépasser. Le seul bémol, il est de taille à l'heure actuelle, c'est que maintenant on est rentré dans la sous-matière. Parce que l'électricité, l'électronique et le nucléaire, c'est de la sous-matière. Et là, ça devient danger. Mais bon, pour en revenir donc à cette réincarnation, donc ça signifie que Steiner, quand il parle de l'être humain, il dit que chaque être humain est une espèce à part entière. Nous sommes comme si nous étions une cellule de tout l'organisme Terre. Et que nous allons donc, là aussi, et ça va être un scoop pour beaucoup, nous ne grandissons pas, nous ne progressons pas grâce aux aliments. La digestion nous permet de créer une énergie pour que nous puissions avancer. C'est-à-dire c'est la faculté d'humaniser l'aliment qui fait que nous sommes en train de grandir et de croître et de tout ça. C'est pas l'aliment lui-même, c'est qu'est-ce que j'en fais, comment je travaille cet aliment. Et là rentre tout le secteur psycho-émotionnel qui va changer complètement d'un individu à l'autre. Et nous ne sommes pas tous formés pareil, justement. C'est ça qui est fou. Steiner parle de quelque chose, ça aussi c'est énorme au niveau de l'enfance et tout ça, c'est gigantesque. Steiner nous dit qu'entre 0 et 7 ans, le seul travail d'un enfant, c'est le jeu, J-E-U. Il ne devrait jamais être intellectualisé avant l'âge de 7 ans. Parce que toutes les forces nécessaires pour former ces organes vont être au détriment, vont se servir pour l'hyper-intellectualisation. Et on va perdre l'énergie nécessaire pour la forme de ces organes. Et ces organes vont croître de façon déformée. Et on le comprend maintenant encore de plus en plus, parce qu'on voit de plus en plus d'enfants malades très tôt. C'est de plus en plus exponentiel. Donc, il y a toute une pédagogie à mettre en place, et si cette pédagogie était véritablement réalisée, mais on éradique la médecine. Parce que la première des médecines, c'est la pédagogie. Si on était capable de respecter un enfant entre 0 et 7 ans, 7 et 14, 14 et 21, où il y a une chronologie physiologique mais évidente, si on était capable de ça, on éradique toutes les pathologies, toutes, sans exception. Parce que justement, on va travailler sur les peurs, on va travailler sur l'émotionnel, on va travailler sur tout ce qui fait que nous sommes en train de nous déglinguer complètement. Est-ce que vous êtes conscient que tous, je dis bien tous, et donc moi compris, hein, peut-être pas moi, Romain, nous sommes tous dans l'égoïsme? Est-ce que ça vous parle, ça? Oui. Que nous sommes tous, je parle de l'égoïsme. Et de l'amour, ça va venir. Vous êtes d'accord que nous sommes tous dans l'égoïsme? Oui. Et même à des endroits où on n'a pas idée. Et là, accrochez-vous, mesdames. Parce qu'en général, les messieurs, vous n'écoutez pas trop, mais les dames. Je vais vous dire, mesdames, et les messieurs aussi, bien sûr, vous n'aimez pas vos enfants. C'est faux, je ne suis pas d'accord. Hein? Qui c'est qui a dit ça? Mais oui, mais réagissez, mon Dieu. Bien sûr que c'est faux. Mais oui, c'est faux. Bien sûr. Mais... Et c'est important d'être égoïste. Être égocentrique, par contre, ce n'est pas bien. Alors, l'égoïsme est important. Et c'est important d'élever nos enfants dans ça. Et pareil dans le sacrifice. Oui, j'enchaîne. J'enchaîne, bah oui, parce que je peux rester là. Je ne peux pas vous laisser dans la misère quand même. J'enchaîne. Oui. Oui, on va faire un ping-pong. Ouais. Quand nous avons un enfant qui arrive sur la Terre, nous avons peur qu'il tombe malade et sous-jacent qu'il meure. On est d'accord avec ça? Jusque-là, on est d'accord? Oui, d'accord. Mais qui a peur? Qui a peur? Oui, mais qui? C'est le vôtre. Donc, moi. Donc, mon ego. Ok? Mon ego a peur. Et c'est tout ça qu'on passe en intraveineuse à nos enfants. Les peurs. Et si demain, on transforme cette peur en amour, il peut arriver quoi que ce soit à mon enfant, c'est juste. Quoi que ce soit. Tous les événements qui m'arrivent dans ma vie sont justes. Et on m'a donné ces événements parce que je suis capable de les dépasser. Et quand on arrive à ce stade-là, à ce travail-là, on est dans l'amour, on n'est plus dans l'égoïsme.
l'égoïsme est en train de nous tuer. Ce n'est pas quelque chose que nous devons garder. Nous devons le dépasser. Pour le moment, on en est à ce stade, et c'est pour ça que nous avons un pensée parasite, parce que ce pensée parasite nous maintient dans l'égoïsme. Et ce qui est fantastique, c'est que cet égoïsme est complètement lié au phénomène antisocial de l'homme actuel. Nous sommes tous des êtres antisociaux. Mais comment voulez-vous qu'on puisse mettre en place du communisme, du socialisme, des trucs comme ça, alors fondamentalement, au plus profond de nous-mêmes, nous sommes antisociaux. Et c'est lié à l'égoïsme. Donc on va mettre en place des dogmes, on va mettre en place plein de choses, des partis politiques et tout ça, qui vont nous dire des belles choses, et qui sont incapables de les mettre en place parce qu'ils sont que dans l'égoïsme. Et là, je peux vraiment vous en parler si un jour vous lisez mon 3e livre, parce que ça a été vraiment quelque chose d'énorme pour moi. J'ai écrit un livre qui s'intitule « De l'égoïsme à l'amour ». Et dessous, il y a marqué à la recherche du féminin, parce que ça fait partie du jeu aussi, la recherche du féminin. Nous sommes à l'heure actuelle dans un monde matérialiste masculin. Vous êtes d'accord avec ça? Donc masculin, et ça aussi, le cadeau du ciel, c'est que dans la bouche, on est capable de voir le masculin et le féminin, on est capable de décoder tout ça, on est capable de voir qui nous avons en face de nous, simplement en voyant une bouche. Et donc, ce masculin qui est complètement dominant est en train donc de nous mettre dans une situation on va dire, de négation, et malheureusement surtout les femmes, c'est-à-dire qu'on va être dans une position de dépendance permanente. Donc en permanence, on va être dans notre ego, on va travailler sur notre ego, on va essayer de faire ce qu'on peut. Et donc, mon épouse a eu le grand privilège de faire une maladie d'Alzheimer. Et dans mon livre, dans l'égoïsme à l'amour, je marque le cadeau de la maladie d'Alzheimer. Le cadeau de la maladie d'Alzheimer. Waouh! Qui peut se permettre de parler de cadeau de la maladie d'Alzheimer? Et donc, je vais vous raconter vite, ça vous parle ou ça vous intéresse? Ah oui. Bougez la tête si ça ne vous intéresse pas. Je regarde. Bon. Et donc, moi j'ai eu un ange à côté de moi. J'ai pas eu une femme, j'ai eu un vrai ange. Si je suis là devant vous, c'est en grande partie grâce à elle. C'était une personne assez exceptionnelle parce qu'elle m'a montré à plusieurs reprises ce que c'était que l'amour. Et moi, j'y voyais un égoïsme caché. Parce que quand j'appelle dans mes stages, j'appelle les gens qui sont des personnes qui ne disent jamais non. Je les appelle les gentils concons. Gentils parce qu'ils sont profondément gentils, concons parce qu'ils disent non alors qu'ils voudraient dire oui. Et je peux vous dire, devant vous, vous avez un vrai gentil, qui n'est pas du tout concon. C'est-à-dire que quand je dis non, je dis non. Mais je ne dis pas non pour faire chier, je dis non parce que le non c'est le contraire du oui. Mais quand vous êtes gentil concon, dans votre tête à vous, dans votre gentil concon, c'est que si un jour je commence à dire non à quelqu'un, il ne va plus m'aimer. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que comme nous sommes tous égoïstes, c'est un égoïste qui est en face. C'est pas quelqu'un qui a de l'amour. Et donc, c'est irréversible, c'est permanent. Quoi. Je veux dire, je vais continuer à dire non, je vais continuer à dire oui, continuer à dire oui parce que je veux qu'on m'aime. Parce que c'est ça le but de l'humanité. Le remède de l'humanité, c'est l'amour universel qu'on a complètement perdu. Et il faut qu'on aille le chercher. Depuis la naissance, on l'a perdu. Et donc, pour aller le chercher, on va dire oui. Parce que si on dit oui, on est aimé de tout le monde. Et par contre, le jour où on dit non, alors là, on va commencer à éliminer les relations. Vous savez, les relations qu'on considérait comme des amis, on en a plein. Puis quand on commence à dire non, on ne les voit plus. Ils sont partis. Il n'y a plus de relations. Il n'y a plus que des amis. Et là, on va vraiment faire la différence. Et donc, je me trouve dans la situation démuni complètement devant cet Alzheimer, parce que j'ai été complètement démuni. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, la chose la plus importante. Quand j'ai commencé cette histoire, quand j'ai commencé le métier de dentiste, parce que moi j'étais un ancien sportif qui n'aurait jamais dû être dentiste. Bref, enfin je me retrouve dentiste, j'ai commencé à avoir des violentes douleurs au ventre et au dos, mais des violentes douleurs, des douleurs qui devenaient invalidantes. Et on m'avait dit, les dentistes c'est normal, il y a 80% de maladies du dos à cause du métier. Moi je me dis, c'est peut-être possible, parce qu'on est couché, on est machiné, bon, après j'ai compris pourquoi. Et donc j'avais des douleurs tellement violente qu'à un moment donné, je me suis dit, mais je ne peux pas continuer. Et j'étais en train de penser à acheter une ligne parce que j'avais fait une école de dégustation et tout ça, bref. On s'en fout. Quand je prends l'activateur et que je le mets dans la bouche de mon fils, pour moi, c'était de l'orthodontie. Hein. C'était pas autre chose que de l'orthodontie. Et toutes mes douleurs ont disparu.
sans exception, en une fraction de seconde. Waouh! C'est incroyable ça. Donc, je fais ce rappel parce que je me retrouve dans la situation avec mon épouse. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'accompagnement d'Alzheimer, eh ben, c'est l'enfer. Hein. Pour ceux qui sont autour, c'est l'enfer. Hein. C'est l'enfer parce que vous voyez partir la personne que vous aimez le plus et puis vous la voyez partir, et c'est l'enfer. Et donc, vous souffrez de la souffrance de votre femme. C'est noble ça. C'est très très noble. Souffrir de la souffrance de l'autre. Je vais vous le refaire. Souffrir de la souffrance de l'autre. C'est noble. Et le problème, c'est que toutes mes douleurs qui avaient totalement disparu en 30 ans réapparaissaient. Et comme j'avais fait un travail quand même pas mal depuis 30 ans, et que je me suis dit, mais le corps ne ment jamais, parce que le corps ne ment jamais, le corps est notre vrai temple. Il ne ment jamais. Voilà pourquoi la couche, il ne ment jamais. Et je recommençais à avoir les douleurs que j'avais complètement fait disparaître il y a 30 ans. Et là, je me suis dit, Michel, il y a un truc qui ne va pas. Ta théorie est juste, tu souffres de la douleur de ta femme, et ton corps te dit, tu es en train de crever. Qu'est-ce qui va pas? Là, tout de suite, j'ai remis en question ma pensée, je me suis dit, ta pensée qui n'est pas juste. Et là, j'ai compris. Si tu souffres de la douleur de ta femme, tu parles de ton ego. Tu pleures sur toi-même. Et là, j'ai eu encore un coup de deuil de mon monde spirituel qui m'a fait switcher. Et à partir de ce moment-là, j'ai voué à ma femme tout l'amour qu'elle m'avait donné et que je n'avais pas pu lui rendre. Et à partir de ce moment-là, il n'y a eu aucun moment où je me suis dit, parce qu'il fallait lui nettoyer les fesses, il fallait tout faire, et il n'y avait jamais eu un moment où je me suis dit, c'est une corvée, il faut que j'aille nettoyer les fesses de ma femme. J'y allais avec un bonheur incroyable. Et là, toutes mes douleurs ont disparu. Et là, j'ai touché du doigt ce que c'était que l'amour véritable. Ça va, là, maintenant? Vous avez toujours des questions? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Là-bas au fond. Je suis là. Laquelle? Ah là, pardon. Après ce que vous venez de dire, ça va être... Allez-y. Ah oui, je vais y aller, oui. Alors, si je suis là ce soir, après 3 heures de route, ce n'est pas parce que... Moi, c'est 8 heures. D'accord. Ce n'est pas seulement parce que vous guérissez les bouches, mais parce que je ne sais pas si je dois vous appeler dentiste pour ça. Non, mais je guéris rien, moi. Enfin, oui. Vous m'avez compris. Ouais, c'est important. Oui, c'est par votre côté, d'un côté, c'est-à-dire votre humanisme. Ouais. Tout ce que vous venez d'expliquer, c'est ça qui me parle chez vous. Et aussi votre position par rapport à ce qui s'est passé il y a 5 ans. Pour moi, ça, c'est fondamental aussi, par rapport au Covid. Bien. Ah. Oui. Et donc, j'avais une petite question qui est personnelle, et je ne suis pas con non plus. Ça, j'ai bien aimé. Je suis là par Marianne qui parle là. Voilà. Coucou Marianne. Et c'est avec elle qu'on a découvert ensemble que je n'ai que 3 dents en bas, alors que tout le monde en a 4. Et je ne sais pas du tout à quoi ça peut être dû. Je ne sais pas si j'ai le droit de poser cette question personnelle, ou si on la laisse pour plus tard, ou si elle peut aider quelqu'un ou pas. Voilà. Ouais. Je vous remercie. Ouais, vous avez tous les droits ici, il n'y a pas de problème. Simplement, je vais pas rentrer dans le décodage dentaire, parce que rentrer dans le décodage dentaire, c'est comme faire Madame Irma, c'est-à-dire c'est comme si on sortait une lettre d'un alphabet en croyant parler la langue. Je ne parlais pas de moi, mais... Ouais, non, mais même en général. Je ne vais pas rentrer dans le décodage dentaire. J'ai toujours refusé d'écrire, et je sais qu'il y a des tas de gens qui ont piqué ça à travers les stages et tout ça, parce que c'est même dangereux. Parce que si vous décodez, si vous prenez un livre et que vous faites un décodage dentaire, vous faites un lien avec ça, avec les organes et tout ça, et c'est comme quand vous allez sur Internet ou que vous allez sur Wikipédia, tous ces machins, et tout le monde va se retrouver là-dedans et tout ça, alors c'est un être humain qui est en face de moi et il est unique au monde. Et donc c'est dans un contexte. Donc si un jour je vous vois en tête à tête, je vous dirai. Mais voilà. Mais c'est pas le moment à cet endroit-là. Ok? Oui, je reviens à Alzheimer. J'ai ma maman qui a Alzheimer aussi et elle ne reconnaît plus personne. Elle est à 400 km, donc je vais la voir dès que je peux. Et quand elle me voit, alors je parle beaucoup avec elle, mais par la pensée, bien sûr. Et quand elle me voit,
la première chose qu'elle fait, qu'elle ne fait pas avec mes sœurs, qu'elle voit toutes les semaines, c'est prendre ma main et la mettre sur son cœur. Voilà, et mes sœurs me demandent, mais pourquoi je le fais avec toi et pourquoi je ne le fais pas avec moi. Excusez-moi, on va parler plus fort. Ouais. Et cette dame disait que quand elle voit sa maman qui est atteinte d'un maladie d'Alzheimer, elle lui prend sa main et elle la met sur son cœur. Et ce que ne font pas ses sœurs, parce qu'elle ne fait pas à ses sœurs. Et ses sœurs se posent la question pourquoi. Et c'est une bonne question pour vos sœurs. Se poser la question pourquoi. Et oui, mais oui, bien sûr. Bien sûr. Et ce qu'il faut comprendre, et ça pour moi c'est une évidence, Alzheimer est venu sur la Terre puisque nous sommes en manque d'amour. Exactement pareil que les trisomiques. Qu'est-ce qui est venu faire qu'est-ce que fait un trisomique? Il donne que de l'amour. Vous ne verrez jamais un trisomique donner autre chose que de l'amour. C'est comme si ces êtres-là étaient incarnés pour ça. Ils étaient venus dans cette incarnation-là pour ça, pour amener l'amour sur la Terre. Et bien, je suis intimement convaincu qu'Alzheimer, c'est exactement la même chose. Ça va devenir exponentiel pour nous dire, les gars, si vous voulez nous aider, mettez-vous à être dans l'amour. Et là, vous allez m'aider. Et si vous ne faites pas ça, vous ne m'aiderez pas. Et c'est une évidence parce que je l'ai vécu avec ma femme. J'ai vécu avec ma femme, tant que j'étais dans l'égoïsme, j'ai vécu à travers elle, qui était d'une bonté incroyable, qui n'aurait même pas fait mal à une mouche. J'ai vu les démons dans son visage. Je l'ai vu défigurer. Et si elle avait eu un couteau, elle me plantait. Mais en fait, elle allait planter qui? Elle allait planter l'égoïsme en moi. À partir du moment où j'ai mis en place une structure, elle n'a jamais quitté la maison, mon épouse. Elle n'a jamais pris un médicament, elle n'a jamais vu un médecin, elle n'a jamais été diagnostiquée, rien du tout. À partir du moment où j'ai mis en place une structure où le seul diplôme que je demandais, parce que les gens me disaient, mais moi je ne suis pas un machin, tout ça, je disais, rien à foutre de ce que vous n'êtes pas, ce qui m'intéresse, c'est aller vers l'amour. Et elle a tellement connu l'amour qu'elle n'a plus jamais eu une seule crise. Et si vous alliez dans les EHPAD, et si on était capable dans les EHPAD d'humaniser tout ça et de rendre cet amour à ces personnes, mais on révolutionne l'humanité. On en est là. Allô? Ma chérie, je suis contente d'entendre. J'ai une question. Est-ce que quand on a des dents qui bougent, on peut mettre l'activateur? Oui. Okay. Et si ça fait mal, on s'arrange pour que l'activateur fasse pas mal. D'accord. Ouais. Mais tu sais que je suis vraiment émerveillé. J'en ai deux dans la salle, hein. J'en ai vu une autre là-bas. Parce que je les ai repères tout de suite. Je suis amoureux des enfants. Tous les enfants de la Terre sont mes enfants. Mais vraiment. Et n'hésitez pas à... D'abord, est-ce que ça vous ennuie, ce que je raconte, ou est-ce que ça vous marre, ça vous parle un peu, ça vous plaît? Je parle pas à la dame, mais je parle à la petite derrière. Est-ce que ça t'ennuie, ce que je raconte? Non. Non? Et toi? Ça t'ennuie? Non. Eh bien, n'hésitez pas à poser les questions qu'il faut. Mais vraiment, hein. Parce que c'est vous, les enfants, qui détenez la vérité. Et véritablement, hein. Hier, j'étais chez une amie qui a une jeune fille de 14 ans qui m'a balancé une question sur la question que je lui ai donnée et je lui ai dit merci parce que c'était magnifique. C'est-à-dire que les enfants ont cette capacité encore, n'ont pas été tordus complètement par le monde adulte et ils ont cette capacité d'avoir la vérité sans la bouche des enfants. Mais c'est pas un dogme, c'est une réalité. Écoutez vos enfants et écoutez-les et observez-les entre 0 et 3 ans. Entre 0 et 3 ans, c'est un Dieu vivant qui est en face de nous. Il est encore protégé par l'ange jusqu'à 3 ans. Et donc, tout ce que l'enfant va faire entre 0 et 3 ans est là pour nous interpeller. C'est pour ça que j'ai écrit dans mon livre, les enfants sont venus pour nous élever et on leur envoie l'ascenseur en les éduquant par rapport à notre élévation. Et c'est une réalité. Et nous, en temps normal, quand un enfant nous pose 2 questions, il met un coup de pied, il dit « ça suffit, arrête avec tes questions ». Mais il faudrait qu'on soit à l'écoute tout le temps. Donc les enfants, n'hésitez pas. Et à rentrer dans vos parents, il n'y a pas de problème. A-t-il déjà existé un humain parfait, avec un corps parfait, voilà, avec les dents comme il faut, dans l'humanité actuelle? À ma connaissance, non. C'est pas possible. Les hommes préhistoriques et tout. C'est pas possible. Et vous savez pourquoi c'est pas possible? Alors là, on va rentrer dans du spirituel pur. Ça vous dérange? Non, pas du tout. Ça, c'est un des phrases
clé de l'anthroposophie, qui est gigantesque au niveau médical à tous les niveaux, qui s'intitule « Marcher, parler, penser ». Dans le monde actuel, dans la médecine actuelle, on constate qu'on marche de 0 à 1 an, on constate qu'on parle vers 2 ans, et on constate qu'on commence à penser vers 3 ans. Mais on ne fait aucun lien entre les trois, vraiment. Steiner a écrit en disant « Le processus neurologique de la marche prépare les terrains nerveux de la parole qui prépare les terrains nerveux de la pensée. » Ces trois processus sont interdépendants avec une autonomie de chacun. Et c'est une véritable réalité. Et cette triarticulation nous amène donc à prendre conscience que pourquoi l'être humain doit passer en permanence, parce que si on pense bien évidemment en réincarnation, donc à chaque fois on va répéter marcher, parler, penser, alors que le lion naît lion, le chien naît chien, le chat naît chat. Pourquoi l'homme ne pourrait pas naître humain? C'est ce que j'ai écrit dans mon dernier livre que je suis en train de faire. Un extraterrestre qui arrive et qui dit imaginons qu'un être humain arrive sur la Terre comme un chien. Donc il arrive comme ça, donc il parle, il pense, mais il ne sait pas pourquoi, quoi. Il a ça, il découvre, il est là, mais je suis comme ça, tout ça, et les autres vont lui expliquer qu'il a des mains, qu'il a des pieds, qu'il a des jambes, qu'il sait parler, tout ça, mais c'est les autres qui vont lui expliquer. Et donc entre 0 et 3 ans, l'homme va passer par des stades qui va récapituler exactement toute l'évolution de l'humanité, depuis l'origine. Toute l'évolution. Et là, il faut rentrer dans Steiner, je ne peux pas rentrer dans les détails, allez lire certains livres de Steiner, donc vous allez, la chronique de l'Akasha, vous allez vraiment découvrir ce que c'est que véritablement l'humanité. C'est pas du tout le Big Bang, pas du tout. Et donc l'homme répète ça. Et donc, nous sommes issus d'un amour inconditionnel. La création, Dieu a créé l'homme à son image. Vous allez voir que je vais parler de spiritualité et je ne vais surtout pas parler de religion. Parce que pour moi, il y a un monde entre la religion et la spiritualité. Mais je vais utiliser les mêmes termes parce que la spiritualité utilise les mêmes termes. Donc Dieu a créé l'homme à son image. Il l'a donc créé parfait. Ok? Donc on était dans un amour inconditionnel. Sauf que Dieu a créé l'homme libre. Et si je suis dans un amour inconditionnel jusqu'à la fin de ma vie, je ne suis pas libre. Je suis téléguidé par un amour inconditionnel. Et donc, on va dire, le monde spirituel a créé le fameux sketch, entre guillemets, de la pomme d'Adam. Il a dit à Adam, bah, écoute, bouffe cette pomme, et il est passé par Lucifer, il est passé par le serpent, qui lui a dit mange cette pomme, pour accéder à la notion du bien et du mal. L'arbre de la connaissance. Et à partir du moment où j'accède à la notion du bien et du mal, j'ai un choix. Et à partir du moment où j'ai un choix, je peux être libre. Tant que je n'ai pas de choix, je ne peux pas être libre. Donc, le monde spirituel a créé deux forces adverses, qui sont des forces matérialistes et des forces mystiques. Et à la grande différence de la religion, qui a mis ça sous le terme du diable, mais en mettant ça sur le terme du diable, il a créé, la religion a parlé du bien et du mal. Et il nous a maintenus dans le 2. Et le 2, c'est pas stable sur la Terre. La stabilité commence à 3. Et la triarticulation, vous allez la retrouver partout dans la physiologie de l'homme. Et dès qu'on sort un exemple de la triarticulation, on tombe dans le 2, on tombe dans le mal. Et c'est ces fameux deux mâles, on va dire, qui sont appelés dans les termes spirituels Ahriman et Lucifer, qui nous ont permis d'avoir au milieu la possibilité d'être dans le Christ. Ok ? Et à partir du moment où je suis dans le Christ, je suis capable de voir ces deux forces adverses et d'être dans l'amour, alors que ces deux forces adverses m'ont amené sur Terre l'égoïsme. Donc, depuis la création de l'homme, nous sommes déséquilibrés dès le départ. Le gros problème à l'heure actuelle de la religion, c'est d'y mettre le péché originel. Parce que derrière le péché originel, il y a une chape de plomb qui nous amène dans la culpabilité de ce que nous avons fait. Et puis c'est sans fin, c'est irrémédiable. Alors que Steiner parle de la maladie du péché. Et ça change tout. Parce que s'il y a une maladie du péché, c'est que je peux en guérir. Et ce fameux péché originel est un travail entre Dieu, entre deux mondes spirituels. Et l'homme est dans un scénario qui n'a pas été écrit, il est simplement acteur d'un scénario qui n'a pas écrit.
Donc arrêtons d'y mettre la culpabilité avec le péché originel, avec l'enfer et avec le diable. Et ces deux forces-là ont été nécessaires à l'humanité pour dominer le matérialisme, pour dominer notre partie mystique, spirituelle. Et si on est capable de les voir, on est capable de les terrasser. Et c'est la fameuse image de Michael qui terrasse le dragon. Il ne le tue pas parce qu'on ne peut pas tuer le dragon, on ne peut que le terrasser. Et il y a une phrase magnifique de Steiner qui dit « Notre corps ne nous appartient pas. » Poum! Deuxième bombe. Allez dire ça à toutes les personnes qui vont avorter parce qu'ils disent « Mais ça, c'est mon corps m'appartient, j'en fais ce que j'ai envie. » Non, il ne t'appartient pas. Notre corps, à la mort, on va le mettre dans une boîte, on va le poser, on va s'en aller, et on va en prendre un autre pour l'incarnation d'après, qui ne sera pas du tout le même. Notre corps ne nous appartient pas. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour être ça? Quel mérite on a d'être ça? On a fait quoi pour être ça? Rien. On est ça. Mais ça vient d'où? Donc notre corps ne nous appartient pas. Il dit, il est le fruit du combat incessant entre Ahriman et Lucifer, donc entre les forces matérialistes et les forces mystiques. Et il dit, ceci n'a rien d'humain. Et il dit, et il nous est laissé un espace fin comme le fil d'un rasoir pour repousser les forces adverses. C'est-à-dire que pour le moment, le chemin est très très fin, et c'est dit dans les évangiles, le sentier est très 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 étroit, mais il existe. Et c'est notre décision qui va faire qu'on va y rentrer ou pas. Et on va revenir à la dentosophie là-dessus, parce que le départ de tout ça, c'est s'arrêter. Cet activateur, il ne sert à rien, vous êtes d'accord, c'est un marché à caoutchouc, tout ça. Qu'est-ce qu'il nous a fait faire, cet activateur? Parce que vous vous rendez bien compte que je vous parle maintenant, mais tout ce que je vous dis maintenant, c'est le fruit de 40 années de travail. Hein. Au début, j'ai posé l'activateur, et puis j'ai regardé ce qui se passait, je me dis, merde, il a ça, et merde, il a plus ça, il a plus ça, il a plus ça. Toutes les personnes qui étaient capables de se mettre en route dans l'humano-dentosophie étaient capables de s'arrêter, de se poser, ce qui est déjà un effort et une performance mondiale à l'heure actuelle. On est tous en train de chercher le plus rapidement possible comment on va faire un clic pour aller le plus rapidement possible avec la 5G, pour aller voir de plus en plus vite, pour gagner du temps. Et qu'est-ce qu'on fait du tout temps qu'on a gagné? On l'a mis où le temps qu'on a gagné à la caisse d'épargne? Et on court après ce temps. Et on est déglingué parce qu'on court après ce temps, et quand on court après ce temps avec cet égoïsme qui est sous-jacent, on est malade, on est déséquilibré. Et quand on commence à se poser avec un activateur et à commencer à travailler sur nos pensées parasites pour commencer à faire venir le pensée pur, on guérit. Et je disais ça l'autre jour à mes anciens, à mes amis anciens, je dis, il m'est venu cette image, et j'ai dit, mais le monde spirituel, parce que moi, il n'y a rien qui m'appartient de ce que je vous raconte, rien. Je suis le créateur de rien, je suis l'inventeur de rien, il m'est tombé du ciel un tas de trucs. Le seul avantage que j'ai eu, entre guillemets, c'est qu'au lieu d'avoir une apparition christique comme certains, et c'est génial, moi, il m'a filé un bout de caoutchouc et il m'a dit, démerde-toi. Il a fallu que je me démerde avec un appareil en caoutchouc, j'ai été en état de grâce, mais qu'est-ce que j'en fais? Et bien évidemment, il m'a aidé, le monde spirituel m'a aidé en permanence. Il m'a envoyé les cas cliniques nécessaires. Maintenant, je peux répondre à n'importe qui dans la médecine de tout ce que j'ai fait. Et tout ça, je peux le prouver. C'est du vivant, c'est du visuel, c'est pas une philosophie de plus. Et tout ça part d'un arrêt, d'une pause. Et si nous sommes capables de nous arrêter régulièrement, de nous poser régulièrement, nous allons mettre en route notre propre force de volonté. Et là, il va falloir faire une grande différence entre le vouloir et la volonté. Le vouloir, c'est tous les actes que je fais depuis que je suis né, dépendant des autres. Je pose des actes parce que c'est demandé par les autres. L'acte de volonté pure, c'est moi et moi seul qui décide de faire ce que je veux. Et quand je mets un appareil dans la bouche, je décide. Je m'amusais souvent avec les enfants en leur disant, tu vois, il y a l'appareil dans la boîte là, et je m'entraîne depuis des années à, appareil, ouvre ta boîte et saute dans ma bouche. Et les gamins, ils disaient, mais t'es con, toi. Tu peux pas sauter ton appareil. Et ben voilà, tu as tout compris. Il faut que tu ailles ouvrir la boîte, il faut que tu le mettes dans ta bouche, et il faut que tu t'assoies et que tu te poses pour mettre cet activateur. Et ça, c'est un premier acte de volonté, et qui change tout. Parce que vous n'êtes plus dans le vouloir, vous n'êtes plus dans les pensées des autres, vous êtes dans votre propre décision de faire à l'endroit où vous voulez, comme vous voulez, et quand vous voulez. Et ça change tout.
Et c'est spectaculaire. Et là, j'ai eu cette vision qui m'est arrivée, j'ai dit, mais le monde spirituel nous a envoyé, avec cette dantosophie, avec cette humano-dantosophie, il nous a envoyé un joyau, parce que, qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre, le Christ? Vivre des expériences. Vivre des expériences, mais dans quoi? Dans la matière. Dans un être humain. Le Christ, il va falloir qu'on le démystifie pour qu'il arrête d'être là-haut et qu'il ne serve à rien, entre guillemets, on va l'amener chez nous, parce que c'est ce qu'il nous demande. Le Christ est arrivé sur la terre, il est rentré dans un homme pour dire aux hommes, voyez ce que vous êtes capable de faire. Voyez le potentiel que vous avez, regardez ce que je vous montre, et il écrit même dans un évangile, il dit, et vous ferez encore plus que moi. Et il a guéri, attends, on finit. Et il a guéri tout ça, et j'ai pris conscience, et donc il a fait des miracles, et j'ai pris conscience avec la dantosophie, c'est des micro-miracles à l'échelle humaine qu'on est en train de réaliser. C'est-à-dire que des gens se guérissent, et notamment, on rappelle à une amie dantosophe, dans les stages, qui a guéri de son cancer. Et sur un coup de téléphone avec moi. Et moi, je ne suis pas du tout un magicien, hein. Ok. Donc, il se passe des miracles en permanence depuis 40 ans sous mes yeux, qui sont du niveau de ce que nous sommes, on est bien d'accord, qui n'ont rien à voir avec les miracles christiques, mais qui sont sur le même chemin. Nous avons ces capacités de guérir par nous-mêmes. Nous ne pourrons jamais guérir de l'extérieur. Jamais. Donc la médecine, déjà, poubelle. Ben oui, la médecine, poubelle. Tout ce qui va venir de l'extérieur, qui ne vient pas de moi, ne peut pas me guérir. Attends, il y a une dame d'abord. Je voulais juste rebondir sur deux choses. Tombez pas. Non, rebondir. De honte. C'était juste le fait que vous avez parlé du péché. Or, le péché, c'est juste manquer sa cible. Jésus, il est venu simplement pour dire aux hommes, mais arrêtez de manquer votre cible. Arrêtez de manquer la cible. Mais il a des preuves. Bah oui. Que c'était possible. C'est là où il a dit, effectivement, bah, vous ferez plus que ça. C'est ça. Et pour rebondir sur cette phrase, je pourrais dire qu'en humano-dantosophie, on accompagne les gens à ce qu'ils retrouvent la cible. Exactement. C'est exactement ça. Alors moi, je voulais revenir sur l'ami dont Michel parlait, qui a guéri son cancer. Je voulais revenir sur cet ami dont Michel parlait, qui est dantosophe et qui a guéri son cancer. Ce qui est important, c'est qu'elle est passée du stade de la survie à la vie. Elle a vraiment changé son regard sur la vie, elle a pris en main les rênes de sa vie. Et